Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à la Aide pour cette nouvelle Talking Heads. Nous invitons ce soir India Madhavi, architecte et designer, qui nous fera le plaisir de converser avec Javier Fernandez Contreras et Valentina De Luigi. India Madhavi nous fait l'immense plaisir de venir ce soir. On est très très heureux de l'accueillir, notamment parce que le département d'architecture d'intérieur de l'école est en train de vivre un moment fort de son histoire, avec l'ouverture prochaine de son master, mais aussi avec un dynamisme particulièrement prégnant au sein de son équipe et avec tous les projets qu'il engage. C'est donc un très grand plaisir de l'accueillir. Vous la connaissez certainement. Si vous ne la connaissez pas, allez voir le café La Durée du Quai des Bergues qu'elle a aménagé il y a 3 ans, je crois. Si vous ne l'avez pas vu, cela vaut le détour. Vous y verrez cette couleur qu'elle a réhabilitée et qu'elle a célébrée dans de très nombreux projets, on y reviendra. Et si vous ne connaissez pas son travail, vous pouvez aussi aller voir son compte Instagram, dont on parlera certainement ce soir abondamment. Donc ce sont de ces espaces physiques, espaces de visibilité, dont il sera question ce soir. On se réjouit beaucoup et on vous remercie encore une fois de votre présence avec nous. Je laisse la parole à Javier, Valentina et à vous. Excellente soirée. Merci à la Aide de m'accueillir ce soir. Un petit mot juste avant de dire ça. Je suis très contente d'être là. Je suis aussi très impressionnée par l'école, par la beauté des locaux, par l'équipement. Je voulais vous dire juste que vous avez beaucoup de chance. Voilà, d'étudier ici. Et puis, avec des gens formidables comme Javier, Valentina, Jean-Pierre, voilà. Merci beaucoup, India. Ce n'était pas prévu, donc ce n'est pas de la publicité, mais ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Merci d'être venu aujourd'hui à la Aide. Donc, dire India Madhavi aujourd'hui, c'est vraiment dire architecture d'intérieur. Comme les grandes personnalités de divers métiers, comme Le Corbusier dans l'architecture, Stanley Kubrick dans le cinéma, David Hockney dans l'art. Son nom représente vraiment toutes les valeurs du métier. L'attention au détail, la matérialité, les matériaux, la construction de l'espace, de l'image, l'intensité, la création d'une narration, d'une atmosphère, et finalement d'un univers qui est l'univers India Madhavi que tout le monde connaît, reconnaît et qui nous inspire toujours. Donc, j'ai bien fait de venir. Donc, on va vous proposer aujourd'hui un voyage à travers l'espace et les images. Ce sont des espaces et des images d'India Madhavi. Et donc, on va aller de l'espace privé de travail, son atelier à rue Les Cases, à Paris. Après, on va voir des images des livres qu'elle a publiés, parfois des photographies qu'elle-même a prises, pour finalement partager avec vous son profil Instagram, que c'est public, que c'est ouvert, et pour avoir une conversation qui mélange la relation entre la création de l'objet, l'espace, l'atmosphère, et finalement toutes ces circularités et des espaces qui traversent le monde à travers de la photographie, des vidéos, du texte, etc. Donc, la première image qu'on voudrait proposer, c'est cette image de l'atelier d'India Madhavi. Donc, à droite, on voit une photo qui nous a beaucoup inspiré quand nous sommes allés là-bas, Valentina et moi, la visiter, qui est une collection graphique imprimée de photographies de toute sa vie. Et à côté de ça, il y a une collection des objets physiques. C'est une relation qui nous intéresse beaucoup, ce sort de biographie graphique de la vie personnelle, d'intelligence visuelle et aussi de matérialité, de physicalité des objets. Donc on voudrait commencer par ça. Alors, tu veux que je commente ou oui. C'était une question. Alors, évidemment, ouais, moi j'ai tendance à collectionner des objets qui me parlent. Donc, ça peut être des objets que je trouve aux puces, ça peut être des cartes postales, ça peut être des petites maquettes que je fais.
et j'aime bien les mettre en vitrine. On voit dans cette première, donc c'est une accumulation de petits objets qui sont parfois qui ont été parfois le point de départ de projet, parce que un projet peut commencer par n'importe quoi en réalité qui peut vous parler. Et donc je mets cette accumulation qui sont comme des objets que je stocke comme sur c'est une carte mémoire. Et en fait, là, on ne voit pas, mais dans chaque tiroir, ces objets sont classifiés soit par matériaux, soit par couleur, soit par typologie d'objets. Et en fait, ce sont des choses qui me parlent. Et je pense que aujourd'hui, on doit apprendre, ça fait aussi partie des choses qu'on peut apprendre à l'école, chacun doit avoir sa technique pour être inspiré, pour pouvoir aborder la création à sa propre façon. Et moi, souvent, c'est comme ça, c'est-à-dire ces objets, c'est soit par leur texture, soit par leur matérialité, soit par leur forme, que je manipule à ma façon, dont je change l'échelle, la couleur, la texture, que j'arrive à parfois trouver quelque chose qui me séduit. Et puis, donc ça, c'est pour la première image. Donc, il y a des petites maquettes aussi de mon mobilier. Le mobilier qui est certaines de mes pièces iconiques que j'ai dessinées en maquette, que j'ai construites en maquette, je les mets dans cette petite vitrine et ça fait un espèce de monde, un petit monde personnel en réalité. C'est comme un petit musée personnel. Et en tous les cas, mon studio, vous allez voir, est très vivant. C'est un studio il est vivant d'images, il est vivant d'objets, il est vivant par sa matériothèque. Vous savez, moi, je ne travaille pas du tout. Je ne sais pas dessiner sur ordinateur. Donc, j'ai cette petite frustration. Je sais que faire des petits plans comme ça, et puis mes collaborateurs mettent tout ça sur ordinateur, en tous les cas, avec tous les Vectorworks et les AutoCAD, etc. Mais à la fin, moi, j'ai une sorte de frustration parce que je ne sais pas ce qui dans la machine, je ne vois pas ce qu'il y a dans la machine. Et j'ai vraiment besoin de voir ce qui est fait. Et c'est comme ça, en force de voir et revoir et revoir un projet, que j'arrive à savoir s'il est juste ou pas. Donc, vous voyez sur la troisième photo, c'est ça qui est à côté, non? Voilà. On reviendra peut-être sur celle-là. Oui, je demande à ce que tout soit accroché dans ce couloir qui mène à mon petit bureau, je ne sais pas très souvent d'ailleurs, et je demande qu'on accroche des images de référence, je demande... et souvent je passe et je corrige un projet qui est accroché au mur. Et je pense que c'est très important de faire des allées-venues comme ça, de matérialiser les choses, parce que ça donne une distance différente à un projet. C'est-à-dire que si on a les yeux rivés sur un écran, on a une façon d'aborder le projet, de voir le projet qui est toujours un peu similaire. Hein. Et le fait d'imprimer, de l'accrocher au mur, de prendre un recul, de le laisser vraiment imprimer dans son imaginaire, permet d'avoir une autre distance et une autre approche. Si on revient à la photo d'avant, j'avais quelque chose que non, encore avant. Voilà, parce que je sais que... je pense que c'est important que je parle de ça. On me voit en train de montrer un classeur d'images. Et c'est une chose que je fais aussi, que j'aime. C'est que je prends énormément de photos. Je prends des photos peut-être je prends 10, 20, 30 photos par jour. Et à la fin du mois, ma collaboratrice m'imprime tout dans ces classeurs, si bien que j'ai une sorte de dizaine de classeurs de ma vie et que je fais défiler comme ça, qui sont des moments de vie. Il y a parfois des photos intéressantes, d'autres qui ne sont pas, mais c'est comme
une sorte de planche contact de ma vie dans laquelle je peux retourner, je puise. Donc en général, elle met des petits post-it par pays, parfois par ville que j'ai visité. Et ça me permet de... J'utilise ce classeur comme mon propre... c'est comme mon propre document d'inspiration, ça peut être, je photographie tout, les couleurs, tout à l'heure j'ai photographié l'ascenseur qui est ici, qui est très joli orange, mais c'est juste des moments aussi. Et je crois que la mémoire est une énorme source d'inspiration et qu'il faut apprendre à s'en servir, parce que parfois on pense que oui, j'ai vu une chose, je vais la copier, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. La mémoire peut fonctionner par un système de métabolisme, c'est-à-dire que on voit une chose, on la projette toujours autrement, en fait, dans un autre contexte, et finalement on s'approprie quelque chose très différemment, et le monde a toujours fonctionné un peu comme ça. Voilà. Donc je pense que c'est... Après, chacun va développer ses propres outils de travail. Moi, ce sont les miens, mais je trouvais que c'était intéressant de montrer ces outils-là. Oui, c'est vrai que quand on a visité votre bureau à Paris, ce qui nous avait aussi frappé, donc c'est pas très grand en effet. Hein. Il y a 200 mètres carrés. Voilà, il n'y a pas beaucoup de collaborateurs non plus. C'est très fluide. Donc on passe d'un espace à l'autre. C'est comme un appartement. C'est comme un appartement, en effet. C'est la taille d'un appartement, en fait. Et puis je passerai du coup, vu qu'on a parlé de ces images, à l'autre image qui nous a touché beaucoup, l'autre espace, c'est la matériothèque. Oui. Je pense qu'on peut parler un petit peu de ça, notamment par rapport à nos étudiants. C'est important d'avoir quelque chose comme une matériothèque dans un bureau d'architecture d'intérieur. Oui. Alors la matériothèque, ça fait partie du... C'est comme... c'est vraiment une bibliothèque de matériaux. Donc pour moi, c'est... en fait, il y a un rapport tactile aux matériaux, c'est un rapport sensuel, je pense. Et donc, imaginer une matière, c'est pas comme si on la touchait, il faut la vivre. Et moi, avec mes matériaux, c'est comme un enfant dans une boutique de bonbons. Non, on a envie de goûter à tout, on a envie de toucher à tout, et je pense qu'il faut susciter. Il faut que je sois... il faut que l'envie soit suscitée en quelque sorte. Donc, c'est vrai que je classe... Je ne sais pas si on voit là-dessus, par exemple, il y a des matériaux, les velours par exemple sont tous classés par couleur, les cuirs aussi, les métaux aussi, les bois pareil. Donc c'est chaque fois pour chaque projet, je vais déterminer une palette, je vais faire des échantillons et au final, je les conserve. Et je les réutilise, ça m'arrive de les réutiliser ou pas. Mais en tous les cas, c'est très important. Je sais que pour chaque projet, je fais le tour des éditeurs de tissus pour trouver le tissu qui m'inspire, qui me convient. C'est pas tellement forcément la couleur qui est importante, c'est aussi la texture, c'est la bonne qualité. Enfin, il y a c'est un peu comme un travail de styliste de mode, en fait, de trouver le bon tombé, le bon tissu, la bonne matière, c'est très important. Voilà. Voilà, là, je vois une autre image. Je ne sais pas, vous avez une... Voilà, oui. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres images où on voit toutes les gammes de couleurs. Et voilà, tous les éditeurs passent. C'est très facile. Les éditeurs font le tour des... Après un salon, c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir pas mal de salons à Paris. Mais très facilement, les éditeurs de tissus passent au studio et on fait une sélection des tissus qui nous intéressent, des liasses, et c'est comme ça qu'on travaille. Voilà. Après, on voit ici les showrooms à Rue-les-Cases, oh. Mais c'est intéressant parce qu'en premier lieu, c'était votre atelier. C'était vraiment l'atelier à rez-de-chaussée
Après, votre bureau a pris de l'ampleur, donc vous avez eu besoin de plus d'espace. Donc maintenant, c'est les showrooms. Et comme on venait de dire tout à l'heure, le studio, c'est un appartement qui est à 5e étage, je pense. Mais on discutait tout à l'heure de ces conditions écosystématiques des showrooms, les studios, l'atelier, et peut-être un espace de production à côté aussi, non, que ça serait la troisième phase, non, de création d'un espace total de création. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vrai que moi, j'ai installé toute mon organisation dans une seule rue. Et c'est comme un bureau éclaté. C'est vrai que le studio n'est pas si grand, mais j'ai un showroom de meubles, puis j'ai une petite boutique. Et puis là, je vais ouvrir un quatrième endroit, pardon. Et en fait, c'est comme une espèce d'écosystème où dans le studio, on crée à différentes échelles, on réfléchit à différents sujets qui sont soit de la scénographie, soit de l'architecture d'intérieur, soit du mobilier, soit parfois du branding. Et puis, la production du mobilier et des petits objets sont montrés dans ces showrooms. Et c'est comme des vitrines. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le commerce en tant que tel. Ce qui m'intéresse, c'était de pouvoir montrer le travail du studio directement, d'avoir cette vitrine. Et aussi, ça, c'est un fonctionnement très important pour moi, que l'ensemble soit économiquement viable. Parce qu'il y a une espèce d'équilibre de vases communicants qui font que les honoraires et les ventes et aussi bien de mobilier que des petits objets fassent vivre toutes les recherches qu'on fait. Et je crois que cet équilibre économique est important aujourd'hui parce que vous savez que je dis, c'est pas un secret, je trouve que les designers aujourd'hui c'est sans doute le métier le moins bien payé du monde, voilà, parce que c'est souvent payé sous forme de pourcentage, et je trouve que c'est pas tout à fait juste. Et moi, j'arrive avec ce système-là à créer un système qui est viable économiquement aussi. Voilà. Parce que vous vendez aussi, donc dans le showroom, on vend aussi les pièces de mobilier. Oui, absolument. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la chaîne des choses, je disais que finalement c'est presque un cercle vertueux, et c'est pour ça que c'est une sorte d'écosystème. On crée, on fait fabriquer, on vend, on distribue et on communique. Et voilà. Et c'est vraiment, le cercle est assez... c'est un ensemble de choses qui s'équilibrent. Mais ce qui fait que c'est intéressant parce que au lieu de passer par un éditeur où finalement on n'a plus de relation avec sa clientèle, finalement c'est très intéressant de savoir qui achète, qui vient chez moi, qui vient acheter mes meubles, qui aime mon travail, et ça permet de comprendre vraiment sa clientèle, hein. Voilà. Voilà, on voit du mobilier un petit peu iconique, hein, donc le tabouret Bishop, la chaise Charlotte. Je ne sais pas si vous voulez vous en parler un petit peu de ces deux pièces de mobilier. Oui, alors j'ai commencé par le Bishop, qui est une pièce de mobilier très iconique. Je l'ai appelé le Bishop parce que le Bishop, c'est la pièce dans le jeu d'échecs qui emprunte la diagonale, qui prend jamais la ligne droite. Et cette pièce-là a ni la hauteur d'un tabouret, ni la hauteur d'une table. Fait 60 de haut, et en fait, il avait tout pour être une pièce ratée. Ouais. En plus, il est lourd parce que c'est de la céramique. Et c'est devenu ma pièce signature, et c'est devenu mon best-seller, en fait. Voilà. Et donc, il est fait en céramique par un artisan en Normandie. Et aujourd'hui, on le décline dans 18 couleurs. Il est exposé aujourd'hui au Musée des Arts Décoratifs à Paris.
Il existe en baby bishop, il existe en tabouret, il existe en table. Voilà, je l'ai décliné sur toute la forme. Et en plus, il a des tonnes d'accessoires. Il est comme Barbie. Voilà, donc il a des plateaux sur lesquels on peut l'associer avec des plateaux. Il a des surplateaux. Et par exemple, il a un surplateau que j'ai appelé le COD, le complément d'objet direct. Voilà, qui agrandit son plateau et on rigole avec ça. Voilà, c'est un espèce de petit. Et chaque année, je sors une ou deux couleurs. Alors cette année, j'ai fait le mandarine au lait. C'est une sorte d'orange laiteux et puis une couleur lilas. Voilà, ça c'est pour le bishop. Le fauteuil Charlotte a été dessiné pour un restaurant assez connu à Londres qui s'appelle le Sketch. Peut-être on verra des images tout à l'heure. Voilà. Et ce qu'il faut savoir de ma collection de meubles, c'est que chaque meuble a été dessiné pour un projet. Et à la fin de chaque projet, je me dis, bon, lequel de ces meubles, lequel de ces pièces peut avoir une autre vie? Lequel peut vivre en dehors de son contexte? Et c'est bien que mon showroom s'est rempli de meubles qui ne sont pas faits pour aller ensemble. J'ai jamais pensé, je vais faire une salle à manger, j'ai fait une table qui va avec des chaises, et le meuble télé, et le salon qui va avec la table basse. J'ai jamais pensé comme ça. C'est bien que, en fait, il y a une sorte de famille, il y a des familles qui se font, des meubles qui sont parfois des cousins germains, parfois des mères et des enfants, parfois des relations directes de famille et parfois des cousins très lointains. Mais en tous les cas, ils cohabitent d'une façon sympathique et voilà, en bonne entente, je dirais. Donc ce fauteuil, en l'occurrence, quand je l'ai fait pour le sketch, je ne pensais pas qu'il pouvait avoir une seconde vie. Voilà. C'est bien que je ne l'ai pas du tout édité, mais j'avais demandé à mon fabricant, écoute, tu m'en fais un de plus parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Et puis quand le sketch est sorti, je n'imaginais pas que ça aurait tellement de succès. Et les gens commençaient à me demander, est-ce qu'on peut acheter ce fauteuil? Donc j'ai dit, je vais le mettre dans le showroom pour voir comment ça marche. Et c'est devenu, il y a eu un succès dingue. Voilà. Il est copié partout, ce fauteuil. C'est très difficile pour moi même de suivre les copies, mais voilà. Et donc ça a eu un succès fou. Il a son... il ressemble... en fait, ce fauteuil est un peu gourmand. Il ressemble à un gâteau. Voilà. Et il est devenu un best-seller. On va passer voir des images des livres que India Madhavi a publiés. On va aller un peu vite, mais en premier lieu, je voudrais montrer un peu des images de ce livre qui s'appelle Home ou Home Chic, qui est une sorte de collection de conseils pour des personnes qui demandent des conseils à India. Elle fait une belle introduction dans le livre. Elle raconte la comparaison entre les médecins et l'architecte intérieur. Chaque fois qu'on va dîner avec des amis, la personne se pose la question de vous êtes architecte intérieur, comment est-ce que je pourrais aménager mon espace? Donc ici, on a choisi ces deux pages parce qu'il y a cette idée de profondeur de l'espace, ce qui est très récurrent dans votre travail. Et après, la prochaine, si on voit cette sorte de collection visuelle des objets, comme si c'était accroché au mur de votre bureau à Paris avec des post-it, toujours. Et donc il y a toujours ces relations entre l'espace, l'objet, mais aussi la surface de la représentation, la mise en page. Non? Et finalement, il y a une chose qui nous a touché beaucoup dans ce livre, et qu'à la fin du livre, si Valentina, il y a une sorte de guide touristique de diverses villes au monde, qui sont des villes que vous avez visitées, mais vous faites une sorte de psychogéographie, non? des choix curatés, des endroits qui vous intéressent. Donc c'est un alphabet des villes India Madhavi. Donc la première lettre, c'est la B de Beyrouth. Et la dernière lettre, c'est la A de Rio de Janeiro. Nous voudrions
savoir un peu plus de ces relations entre l'idée de voyage, de traverser le monde et d'être une sorte de collecteur de références qu'on insère à l'intérieur des projets, à l'intérieur des espaces, à l'intérieur des projets d'architecture intérieure. Oui, alors c'est vrai que le voyage fait partie de mon monde et souvent je me définis comme polyglotte et polychrome parce que je pense que mon travail est empreint d'une mixité culturelle. Voilà, c'est un métissage culturel qui est très important pour moi et en fait on se nourrit de ça, enfin en tous les cas moi je me nourris beaucoup de ça. Pour revenir un tout petit peu à ce livre, vraiment c'est un livre de recettes, voilà, c'est pas autre chose, c'est pas un livre ni de décorateur ni d'architecte intérieur, c'est un livre uniquement de style, voilà. C'était adressé à des gens qui font pas justement appel nécessairement à des architectes intérieurs et en fait pour le faire je savais pas trop comment m'y prendre et je me suis dit que j'allais regarder ce que j'avais fait chez moi. Donc en regardant ce que j'avais fait, je me suis dit voilà, c'est des espèces de petites règles de comment on peut accrocher un tableau différemment, comment est-ce qu'on peut réutiliser des meubles ou leur donner une seconde vie, ou etc., etc. Voilà. Donc c'est un livre qui est un peu léger, je dirais, et qui est pour tout public. Voilà. Puis on voulait après faire le passage, donc on a vu donc Beyrouth, différentes villes, on arrive à Rio de Janeiro, et puis ça s'arrête avec Rio, mais après il y a Téhéran. La thé de Téhéran. Donc ça, c'est un autre livre que vous avez fait. C'est très différent de Home Chic. Donc c'est un livre peut-être plus personnel, d'images surtout. Donc on voulait déjà montrer l'introduction là avec des mots assez profonds, assez forts par rapport à cette ville. Oui. Et puis peut-être, je ne sais pas si on peut les lire, hein, mais on dit c'est ainsi que Téhéran, ville grise de poussière et de pollution, c'est se métamorphoser en Éden dans le regard de ceux qui l'aiment. Puis vous en avez aussi parlé aujourd'hui du fait que ça c'est la Téhéran que vous n'avez pas vécue parce que vous êtes parti tôt de là. Et du coup, peut-être on peut montrer quelques images. Oui, alors d'abord sur cet ouvrage, c'est dans la collection Portrait de ville de People, c'est un tout petit ouvrage, donc un petit format. Et ils font d'habitude appel à des photographes. Et là, comme ils avaient vraisemblablement pas trop de photographes de Téhéran, ils m'ont demandé de faire Téhéran parce que c'est vrai que j'y vais depuis 2012 et je fais énormément d'images. Téhéran me touche effectivement parce que c'est la ville de mon père, donc c'était une sorte d'hommage que je lui rendais au travers de ça, mais c'est aussi par rapport à ma propre vie. Vous savez, je suis née à Téhéran, je suis partie quand j'avais 1 an et demi, et puis après ça a commencé ma vie de nomade puisque j'ai grandi aux États-Unis, puis après en Allemagne, et après dans le sud de la France, et Paris et New York, etc. Et finalement, au travers de ce livre, j'ai regardé un Téhéran que j'aurais pu vivre, qui est le Téhéran des années 70, qui est souvent à l'abandon aujourd'hui, qui est complètement... voilà, et ces moments d'abandon, c'est un regard un peu nostalgique, je dirais, sur cette ville qui aurait pu être ma vie, qui aurait pu être c'est ça, ma ville. Donc Téhéran, c'est un mélange de ce que vous voyez là, les fleurs de lotus. C'est une douceur incroyable, une poésie incroyable et d'une brutalité que vous voyez sur l'autre image. Et c'est les deux ensemble en permanence. Et donc j'ai essayé de traduire au travers de ce travail photographique cette espèce de douceur et de brutalité simultanée qu'on voit tout le temps à Téhéran.
Il y a une chose qui est assez intéressante dans ce livre, parce que c'est un livre qui demande une intelligence aussi visuelle, une lecture visuelle de l'image, de la mise en page, parce qu'il n'y a pas de légende. Donc c'est une manière de traverser la ville comme si la ville t'appartenait. Donc il n'y a pas besoin d'explication pour la personne qui lit ce livre. Et ça nous a beaucoup intéressé aussi, cette sorte d'intelligence visuelle à travers la photographie, d'appropriation de l'espace collectif, privé, à travers la photographie. C'est gentil de me dire ça parce que c'était le premier livre d'images que je faisais. J'ai participé aussi à la mise en page. Et c'est vrai que je suis très sensible au vide et au blanc. Voilà. Il y a la respiration qu'il y a autour d'une image, n'est-ce pas? Voilà. Puis ce qu'on a trouvé intéressant, c'est le choix qu'on a fait des images. Donc on a des images là comme cette piscine, hein, tout a l'air un petit peu abandonné. Et après on passe aussi à des images comme ça, des intérieurs très riches, qui ont l'air très vivants aussi. Oui. Donc, ça c'est des lieux que vous connaissiez, que vous avez pris Oui, en chaque photo. fois justement c'est une vision de Téhéran intime, hein, parce que en fait on voit jamais Téhéran, on voit jamais des photos d'intérieur, on voit jamais. Donc par exemple la vue de la piscine, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'en Iran, les piscines ne sont pas utilisées parce qu'on n'a pas le droit. Une femme n'a pas le droit de se baigner, n'est-ce pas, en maillot de bain. Donc c'est une piscine qui est à l'abandon et toute la ville est remplie de piscines que plus personne ne peut utiliser, sauf si on n'a pas de vis-à-vis. Donc c'est aussi, ça en dit long sur la vie. L'image d'à côté, on était invité à déjeuner chez des amis à la campagne. Donc c'est dans le nord de Téhéran. Et en fait, le décor était à la fois affreux et génial, hein, je dirais. Et c'était très touchant de voir cette profusion d'abord de nourriture, mais aussi bien de motifs, de tissus, d'associations peu probables, tous ensemble dans une pièce, et fait avec si peu de complexe, et tant de liberté en réalité. Et souvent, je suis touchée par justement cette libération, ce que j'appelle la libération du goût, des associations possibles auxquelles on ne pense pas forcément, que les Iraniens, ça donne à grande joie. Voilà, et ça me fait plaisir de voir ça. Oui, il y a une chose qui est assez intéressante quand on regarde cette image aussi, qui est, même si ce n'est pas un projet India Madhavi, mais il y a une manière de regarder l'espace qui est assez indien, non? Dans la manière d'encadrer, d'avoir ce type de perspective frontale et de s'intéresser à ce type d'espace avec beaucoup de textures, de patterns, de feuilletés. Il y a une logique, une manière de voir l'espace qui finalement est très lisible chez vous, dans votre travail. Oui, c'est marrant, c'est parce qu'on dirait une double page du AD en même temps. Je l'ai photographié comme ça, même si ce n'était pas tout à fait... oui, il y a un regard... je l'ai photographié comme si on photographiait une architecture. Voilà. Alors là, c'est une image qui est très émouvante parce que c'est chez un ami. Et ça raconte toute l'histoire de l'Iran, de ce qui s'est passé ces 30 dernières années, parce que c'est une maison qui veut vendre, parce que voilà, beaucoup des maisons des années 70 sont un peu délabrées. Et donc ce qu'on voit au mur, ce sont des poèmes que son père a écrit sur les murs un peu partout dans la maison, quand sa femme l'a quitté en emmenant ses enfants. Et donc ce père était triste, très triste, et donc il a commencé à composer des poèmes en écrivant sur le mur systématiquement. Il faut savoir que écrire des poèmes, c'est un peu l'art national, l'art national iranien. Donc tout le monde est poète et tout le monde voilà, compose ses vers. Et donc il a écrit partout.
sa tristesse, voilà. Et donc j'ai trouvé cette photo très émouvante parce que son fils en revenant, donc on voit donc les lumières, les lampes sont typiquement iraniennes. Le personnage dessiné sur le mur, c'est son fils qui revient 20 ans après et qui a dit à son père, puisque tu écris sur les poèmes, tu écris sur les murs, moi je dessinais sur les murs. Et voilà, donc c'est toute l'histoire, ça continue comme ça, et c'est juste ces associations de choses qui sont terriblement iraniennes pour moi, c'est-à-dire la rose, la peinture de la rose, le tabouret en plastique, les lampes en verre qui s'appellent des lolés, les poèmes iraniens et ce visage qui est réminiscent des miniatures persanes. Voilà. Et ça, c'est touchant. Voilà ce couloir d'hôtel des années 60 avec ces tapis presque de prière. Voilà, je trouvais ça une vraie modernité, n'est-ce pas? Et puis cette chambre d'hôtel, on en trouve comme ça, qui sont, je crois, $20 la nuit. Voilà, il y a une espèce de vide, de beauté dans ce vide. Et puis là, d'un côté, il y a la tour de la Liberté, qui est le symbole. C'est une photo prise de la tour de la Liberté, qui est le symbole de Téhéran, avec ce motif et ce jardin qui est absolument magique et magnifique. Et à côté de ça, je l'ai juxtaposé à justement une photo de ce lieu dont vous avez vu l'intérieur tout à l'heure, le salon, où c'était des superpositions de motifs et d'associations peu probables, mais qui en fait donne une sorte de richesse incroyable. Voilà. Là, on voulait passer après cette partie un petit peu plus privée, intérieure du bureau et de votre vie à votre Instagram, donc votre profil public. Hein, donc c'est vous qui gérez votre Instagram, oui. Qui postez tout, les images. Et oui. Puis donc on avait choisi comme première image la première image que vous avez postée. Mais oui, parce que vous savez, je fais pas Instagram depuis si longtemps. Je crois que ça fait 2 ans maintenant. Je sais pas quelle est la date de ça. Et au début, j'étais un peu timide avec ça. Je savais pas trop comment ça marchait. Et puis j'étais allée au théâtre. J'avais trouvé ça joli. Je travaillais beaucoup avec des clous moi-même. Et donc j'ai effectivement posté ce truc. Et je pensais que personne allait liker. Puis j'ai commencé à avoir des likes. Il y en a combien des likes? Je ne vois plus. 2015, 25 février 2015. Ouais. 140 likes. Voilà, et pour moi c'était énorme. J'ai dit waouh, c'est génial, j'ai des likes. Et puis après j'ai arrêté pendant un certain temps. Et puis comme de temps en temps je postais une photo. Et puis un jour j'ai une copine américaine qui est venue chez moi. Et puis elle m'a dit oh, India, you really have to do Instagram. You're gonna love it. Voilà. Alors et puis elle m'a dit, I'll teach you. Donc elle m'a appris, elle m'a dit voilà, et puis t'écris une phrase. Et j'ai commencé à faire ça. Et puis, et en fait, j'utilise vraiment Instagram comme un outil. Je poste moi-même parce que en général, maintenant je me suis mise des petites règles, voilà, comme ça. Je poste sur mes posts, c'est en général lié à mon travail, essentiellement à mon travail. Parfois, j'y insère des petites choses personnelles, mais c'est assez rare. Et puis, tout ce qui est en dehors de moi, que je vois, que j'aime, ça va être plutôt sur les stories. Voilà. Et tout à coup, de ne pas savoir comment utiliser Instagram à faire l'espace intérieur les plus Instagrammés au monde en 3 ans. Donc voilà, des sketchs à Londres. Et donc c'est un projet iconique, déjà classique. Donc on voudrait savoir
quelle est la India Madhavi avant et après le sketch? Quelle est vraiment votre vision de la profession et votre parcours à travers ces projets qui est vraiment un point d'inflexion dans votre carrière? En fait, ce projet, c'était un projet assez particulier parce que c'était pas vraiment, ça devait être un pop-up en quelque sorte. Donc c'était un projet qui avait une durée, qui était très très contraignant dans tout, parce que en fait c'était un projet qui devait être signé par l'artiste David Shrigley qui a fait les œuvres d'art. Il se trouve que lui ne voulait pas dessiner le lieu, il voulait juste mettre ses œuvres et dessiner la vaisselle. Donc Mourad Mazouz, qui est le propriétaire de Sketch, m'a dit bon, ce ne sera pas signé toi, ça va être signé David Shrigley, et puis donc on n'a pas de budget, et puis il faut que le projet soit fait en 2 mois et tu auras 1 semaine pour installer. C'est le genre de projet où tu regardes et tu dis non merci. Voilà. Et moi j'ai dit tout à l'heure que c'est aussi le type de projet où finalement on sait qu'on a une flèche, une cible, et le but c'est que ta flèche atteint ta cible. Non ? Et il faut viser juste. Et moi, comme ça, en voyant le lieu, j'ai dit tout de suite à Mourad, parce que le sketch, c'est une succession de restaurants, c'est une succession de lieux, et c'était très éclectique dans son ensemble. Et c'est bien que l'endroit était, en tous les cas, moi, je le percevais comme quelque chose de fatigant pour déjeuner, pour y rester. Et je pensais qu'il fallait donner un peu de fraîcheur. Et immédiatement, j'ai dit à Mourad, je pense que c'est une bonne idée de faire ce restaurant tout rose. Et il m'a répondu, je n'aime pas le rose, mais fais ce que tu veux. Et donc, ce qu'il a de particulier, c'est en fait cette salle, parce que ce n'est qu'une salle dans l'ensemble du restaurant, c'est que c'est un grand cube, voilà, presque 10 mètres par 10 mètres par 10 mètres. Voilà, c'est à peu près ça le volume. Et David Shrigley avait décidé d'y mettre ses dessins qui sont à la fois provocateur, un peu witty et provoquant, je pense. Et j'ai trouvé que c'était génial de contraster ces œuvres et le lieu en mettant une couleur féminine qui est contrastée avec ce lieu qui est un cube, pour moi une forme très masculine, avec David Shrigley qui est très masculin, mais de traiter la couleur de façon radicale. Le rose de façon radicale. Donc j'ai traité le rose d'une façon hyper masculine en réalité. Et c'est un peu le succès de ce projet. Donc c'était une seule couleur. J'ai travaillé des éléments métalliques, mais j'ai pris de l'or rose, donc plutôt du cuivre. Et l'endroit en plan est très très structuré en fait. C'est devenu comme une brasserie. Et pour moi, cet endroit, c'est comme la salle de bal de Shining c'est une version joyeuse de cette salle de bal de Shining de Stanley Kubrick. Voilà, c'est un lieu extrêmement cinématographique. Et tout d'un coup, grâce à un projet qui ne devait pas être un projet... Parce que si on m'avait dit que c'était pour toujours, j'aurais jamais pris du rose, parce que pour des tonnes de raisons pratiques, non, on dit le rose, ça se salit, etc., etc. Et grâce à un projet qui avait plein de contraintes que j'ai failli ne pas faire, ça m'a permis de voir, de découvrir moi-même la force d'un lieu ultra photogénique et de pousser mon travail dans ce domaine qui me plaît le plus, en fait, de créer des intérieurs cinématographiques. Voilà. Et donc, ce lieu qui devait durer 2 ans, ça fait 5 ans que ça tourne. On l'a refait, on a dû refaire un petit peu les velours, les cuirs, parce que ça se salit quand même. David Shrigley a refait une série d'œuvres. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, le sketch est plus associé à moi qu'à lui, d'une certaine façon. Voilà. Donc ça, c'était amusant à faire. Et je peux dire qu'après ça, j'ai compris, puisque c'était ça la question, j'ai compris
la force. En fait, j'ai compris cette liberté que je pouvais me permettre. La liberté de lâcher prise, de faire quelque chose de plus personnel, d'avoir cette confiance et de ne pas forcément répondre à un programme, de répondre aussi à un programme, mais de se libérer esthétiquement et que les choses différentes sont toujours séduisent. Voilà. Ça marche. Voilà, après, on voulait passer, on a vu sur votre Instagram que depuis quelques années, vous utilisez un autre moyen de communication, c'est des petites vidéos. Je ne sais pas si on peut la montrer. Et il y en a juste une autre après. Donc voilà, c'est aussi très cinématographique. Avec vos mobiliers, avec vos intérieurs, on reprend le sketch. Donc comment vous êtes arrivé aussi à ça? En fait, à un moment donné, je cherchais une nouvelle idée pour faire des cartes de vœux pour Noël et je trouvais que c'était pas forcément approprié d'imprimer des choses, de les envoyer. C'était à la fois, voilà, c'était beaucoup de gâchis, voilà, pour des raisons évidentes. Et j'étais avec un ami qui m'a dit pourquoi on ne fait pas... et évidemment, il savait que j'étais très attirée par tout ce qui est cinématographique. Et il m'a dit, mais pourquoi on ne fait pas une petite bande dessinée? J'ai une copine, Anna Tortos, qui fait des petites choses. Donc ça fait maintenant 3-4 ans qu'on fait ça. Et chaque fois, c'est lié soit à un film que j'adore. Et évidemment, j'essaie d'intégrer chaque fois un lien avec mon travail, avec les projets que j'ai faits récemment, avec... voilà, donc là, on a fait le 2001, l'Odyssée de l'espace. Et évidemment, on voit sur les fauteuils du cinéma le tissu que j'ai dessiné pour Pierre Fray, etc., etc. Donc, en fait, ce métier aussi, il faut s'amuser. Voilà. Et donc, tout est l'occasion de rigoler un bon coup aussi, de mettre un peu d'humour dans les choses qu'on fait, parce que sinon, ça devient très ennuyeux, je crois. Et donc, ça, c'est un peu la récréation de Noël. Voilà, on s'amuse un peu. Après, il y a une question très pertinente par rapport à ces vidéos, qui est la relation entre votre carrière en tant qu'architecte intérieur et designer et le cinéma en tant que métier. Non? Donc, on a beaucoup parlé de ça aussi, de comment vous aviez passé un an de votre vie à regarder 3 films par jour. On voudrait savoir quelle est vraiment la relation entre votre créativité et le reste des métiers. Si est-ce que l'architecture d'intérieur existe aujourd'hui en tant que pratique un peu verticale, ou si par contre c'est complètement horizontal, c'est complètement en résonance avec d'autres arts, d'autres métiers, s'il faut avoir une logique holistique. Oui, je pense que c'est vrai que je disais que j'avais passé, après mon bac, j'ai passé une année à aller au cinéma 3 fois par jour, à voir tous les films de toutes les périodes. Et Paris est une ville fantastique pour ça, parce qu'il y a des festivals incroyables, tonnes de cinéma. Et c'est vrai que quand on voit autant de films, en fait, on se crée un œil, on se crée un regard. Et surtout, moi, j'ai appris à voir, à projeter comme si mon œil était une caméra. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça que je travaille sur des champs différents, je travaille sur des perspectives, j'aime bien créer un premier champ, un deuxième champ, un troisième champ. J'adore... et en fait, c'est un lien entre l'architecture d'intérieur, ce qu'on construit, et aussi tous les aspects visuels.
Donc ça inclut la photographie, ça inclut même la façon de communiquer. Comment est-ce quand on crée un produit, comment est-ce qu'il va être mis sur... quand je dis sur le marché, c'est pas tellement ça, mais comment est-ce qu'on lui donne un nom, comment est-ce qu'on le produit, comment est-ce qu'on crée l'imagerie, comment est-ce on en fait la promotion. Et tout ça, ça fait partie de notre métier. Et je vous disais ça, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir des compétences horizontales et transversales plus que des compétences verticales, parce que je pense que l'avenir de l'intelligence aujourd'hui nous amène en tous les cas avec l'intelligence artificielle, à être l'intelligence artificielle va avoir des connaissances très verticales et ça va être très important que on puisse apporter en fait un regard transversal sur tout et je pense que ce que vous allez montrer par la suite, je vais l'expliquer peut-être un peu sur la collection de tissus que j'ai faite avec Pierre Fray. Donc Pierre Fray, la maison Pierre Fray, j'ai fait avec eux une collection de velours et il fallait que je détermine une façon, parce que c'est le tissu avec lequel je travaille depuis très longtemps, le velours, parce que il me permet d'avoir des couleurs très fortes et une diversité de couleurs très profonde, et ça c'est vraiment quelque chose, j'aime bien les couleurs saturées. Et donc j'ai travaillé avec Pierre Fray en faisant 3 qualités de velours, un épais, un médium et un fin, comme si c'était des crayons de couleur. Et à partir de là, et puis j'ai créé deux tissus qui sont exposés, enfin, que vous voyez ici, un diamonds de motifs. Et puis à la suite de ça, une fois qu'on avait fait ces couleurs, j'ai demandé à ce qu'on crée des décors, qu'on photographie ces décors, et donc c'est ce que vous voyez là. Ce sont des images qui ont fait le tour de tous les magazines. Et c'est un de leurs tissus aujourd'hui qui est le best-seller. Je l'ai appelé True Velvet, en faisant référence aussi au cinéma. Donc c'est amusant aussi. Et on a fait un petit film de présentation que je vous ai montré tout à l'heure, qui est sur mon Instagram également. Et donc c'est assez intéressant de voir comment un produit, on peut le présenter de 1000 façons différentes, mais surtout qu'il y ait une espèce de cohérence avec ce qu'on raconte, une cohérence à tous les niveaux, c'est-à-dire du produit lui-même, de la façon dont il est photographié, de la façon dont il est présenté, de la façon dont on communique. Et ça, c'est super important. Puis il y avait après, donc vous créez du mobilier, vous, et après il y a des collaborations que vous faites aussi avec d'autres marques, comme dans ce cas-là. Et puis ma question c'était comment vous choisissez ces collaborations? Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous, parce que c'est à la fois des grandes marques, des marques. Alors là c'est pas lui. Ça c'est ma collection à moi, mais c'est vrai que Louis Vuitton est venu me voir pour me demander de collaborer. Et en fait il y a plein de marques qui viennent, et c'est un autre type de travail. C'est très intéressant parce que ils viennent avec un savoir-faire. Ils viennent, alors par exemple les objets nomades de Louis Vuitton sont toujours autour d'un savoir-faire très particulier, et ce sont des objets qui s'inscrivent dans leur collection, qui sont souvent qui s'inscrivent dans un certain nomadisme, comme leur nom l'indique. Donc il faut que ce soit facilement déménageable. Là en l'occurrence c'est pas du tout ça, ce sont des plateaux qu'on a fait avec parce que je dessine pas mal d'objets qui sont présentés dans une boutique, c'est pas un showroom, et qui sont issus de savoir-faire que j'identifie un peu partout. Là, c'est des laques vietnamiennes, et ça demande une précision assez complexe de s'assurer que les couleurs soient bien délimitées comme ça. Et j'ai toujours fait des sortes c'est devenu aussi des motifs un peu signature que je réutilise à d'autres échelles,
et différemment. Voilà, donc on va voir dans la photo suivante, je crois, non? Voilà, donc c'est un décor que j'ai fait pour Homo Faber, qui est la première grande exposition qui a eu lieu à Venise, à la Fondation Cini, sur les métiers d'art, sur l'artisanat. Et ils ont couvert tous les aspects des métiers d'art, y compris ces métiers d'artisanat aussi dans l'architecture d'intérieur. Et ils m'ont demandé d'intervenir, ils m'ont donné un espace de 400 mètres carrés pour que j'exprime ça. Et là aussi, c'est là où finalement c'est intéressant parce que ça a été assez compliqué de réfléchir, de me dire comment est-ce que je vais parler des métiers d'art ou de l'artisanat dans l'architecture d'intérieur. Et au fond, je me suis dit que ce qui pouvait m'intéresser, c'était pas de faire ni des thèmes, ni de montrer des parquets ou des savoir-faire sur le métaux, de choisir forcément un matériau particulier, mais c'était plutôt de dire finalement, est-ce que ces savoir-faire deviennent hyper intéressants quand ils sont au service d'un imaginaire? Voilà. Et donc, j'ai commencé par écrire un texte là-dessus, de dire voilà, ça c'est quand je commence à scénariser les points de départ sont scénarisés et je dis voilà, ça c'est finalement, c'est ça que je veux dire. Donc comment est-ce qu'on illustre ça? Et finalement j'ai créé 2 pavillons qui ont des histoires et des matériaux extrêmement différents parce qu'il y en avait en rotin et là c'est entièrement en tissu comme une sorte de boudoir et où je mets en scène des savoir-faire très différents et finalement montre, mais je voulais que le résultat soit un peu magique et qu'on soit transporté ailleurs. Donc il n'y a pas vraiment de fonction à ces lieux, mais c'était juste comme des sortes de surprises où on voyait des savoir-faire incroyables. Voilà. Il y a toujours dans votre travail une idée d'espace qui a une certaine condition de profondeur, non? De regarder à travers diverses couches d'espace, soit physiquement, soit avec l'utilisation de miroirs, non? Qui, dans les espaces où il n'y a pas ces sortes de profondeur, les miroirs deviennent un objet qui amplifie l'idée de l'espace avec ces jeux de réflexion, mais qui deviennent très substantifs dans l'espace. Non? Et ça, je voudrais un peu discuter sur ces conditions de l'espace qui a des profondeurs et le rôle des miroirs dans votre travail. Oui, c'est vrai que je joue avec En fait, le miroir, pour moi, c'est un reflet, mais c'est aussi une surface brillante, non? Et là, en l'occurrence, sur cette image que vous voyez, c'est Red Valentino, donc ils m'ont demandé de redéfinir l'image. Qu'est-ce que c'est l'identité en 3 dimensions de la marque Red Valentino, qui est donc la marque sœur de Valentino. Mais c'est un peu pour une clientèle beaucoup plus jeune. C'est un peu Valentino étant pour les mamans et le Red Valentino pour les jeunes filles, avec le même, disons, donc, pouvoir d'achat, mais il fallait que ça s'adressait à des jeunes filles libres, parce qu'ils font un brief très précis, rêveuses, rebelles, romantiques en même temps, pluriel, et il fallait que je mette tout ça dans une voilà. Donc en fait j'ai travaillé sur le cercle étant pour moi la forme parfaite qui symbolise la jeunesse, parce que la jeunesse c'est presque parfait, non? C'est parfait. Et donc ce cercle me paraissait juste. C'est aussi une forme très féminine, et là dans ces miroirs que j'ai placés un peu partout, à des hauteurs différentes, c'était comme des lunes. C'était comme on pouvait se voir et pas se voir.
s'imaginer différemment. Et voilà, c'était presque comme des lunes que j'avais mis un peu partout. Et ça, c'est aussi un travail de boutique que j'ai fait à Londres pour Tod's. Voilà, des chaussures et des sacs. Et là aussi, j'aimais bien l'idée d'apposer le reflet de quelque chose qui était très différent du fond. Voilà, ça permettait d'avoir cette espèce de contraste. Oui, il y a une chose qui est assez intéressante parce que quand on regarde cette image, comme les sacs sont derrière nous, les sacs qui sont à l'intérieur du miroir, tout à coup la personne qui regarde cette image est à l'intérieur de l'image. Et ça c'est assez incroyable de jouer toujours avec l'incorporation des spectateurs à l'intérieur de la spatialité qu'on regarde. Et c'est vrai que ce miroir bouge en fait. Il coulisse et voilà. C'est vrai. Et j'aime bien ces miroirs, je les ai souvent fait un peu tout le temps. Je m'aperçois, là, vous les mettez tous à côté, ils ont tous la même forme. Là, c'est encore Tod's. Oui, c'est encore Tod's. Et donc, Tod's m'avait demandé de faire une maison, enfin, de faire une boutique comme un appartement. Et donc moi, j'ai repris tout le langage des appartements. J'ai utilisé un canapé en L en velours, un tapis, une table basse, des rideaux, un grand luminaire, une bibliothèque. Voilà, c'était que des éléments d'un appartement. Et effectivement, je pense que ça traduit un autre... Voilà, on n'a pas l'impression d'être dans une boutique. Et ça m'a amusé de présenter des chaussures. Ça n'a pas duré très longtemps, mais je voulais que les chaussures soient présentées que sur des livres. Je voulais que les chaussures soient présentées. Là, on voit une paire de chaussures jetées sur le canapé. Je trouvais ça que ce soit vraiment comme chez soi. Voilà. Vous nous avez parlé aussi du choix des couleurs par rapport à ce projet. Oui. Comme le rose, c'est pas anodin, donc c'est pas de la décoration, mais il y a une réflexion plus large derrière. Oui, par exemple, là, j'ai choisi des rideaux verts. En fait, on ne le voit pas sur cette photo, mais en fait, cette boutique fait un angle et il y a d'immenses fenêtres tellement grande qu'on a l'impression que l'extérieur est à l'intérieur. Et c'est entouré de bâtiments en briques qui sont très très présents. Et ce que j'ai essayé de faire avec ces rideaux, c'était déjà de mettre une couche supplémentaire entre l'extérieur et l'intérieur, un peu pour se sentir plus protégé, parce qu'à la fin, c'est très inconfortable d'être juste exposé comme ça aux gens de la rue. Et deuxièmement, j'ai considéré que ces rideaux créaient une sorte de cadre pour l'extérieur. Et donc, ça me paraissait important que cette couleur soit choisie en fonction des bâtiments extérieurs. Et donc, ce vert fonctionne formidablement bien avec la couleur de la brique. Et voilà, donc c'était vraiment une gamme colorée qui me paraissait... et j'ai mélangé d'ailleurs beaucoup de couleurs sur ce projet, un peu comme on pourrait le faire chez soi. Parce que chez soi, il y a toujours cette dimension d'imperfection. On voudrait toujours que ce soit tout parfait, et puis c'est toujours imparfait, non? Et j'ai trouvé que c'était juste de donner cette imperfection à cet endroit aussi, qui le rend vrai, en fait. On avance, si tu peux revenir rapidement sur l'image présente. Parce que c'est le profil public Instagram d'India Madhavi, et donc il y a aussi des images, des photographies de vos voyages, des choses qui vous inspirent, mais il y a toujours une manière de regarder l'espace qui est assez personnelle. Donc si on regarde ces miroirs à l'intérieur des Tod's et on passe à la prochaine image, c'est presque la même logique, non, de l'espace. Oui, là on est à Léour, le bâtiment de Fendi, aujourd'hui, qui est occupé par Fendi. Et c'est vrai que c'est une pure merveille d'architecture. Et
Et c'est vrai que l'arche est devenue un peu une chose signature. Je l'ai réutilisée pour la première fois au Café Français, que j'ai fait maintenant il y a 5-6 ans, non même plus, je ne sais plus en quelle année. Et en fait, l'arche me touche parce que ça me fait penser à toute cette architecture orientale qui est plus avec moi, voilà, mais que et c'est vraiment une merveille. Je vous conseille à tous d'aller le visiter si vous passez par Rome. Il y avait aussi cette idée d'incorporer à l'image ce qui est derrière ou à côté des spectateurs, comme si c'était pas des miroirs ici, mais avec l'ombre, on est encore une fois à l'intérieur de l'image, non? Parce qu'il y a cette sensation que l'espace n'est pas seulement encadré, mais qui est plus large que l'encadrement de la photographie. Oui, et souvent une photo en dit plus long sur ce qu'on ne voit pas que ce qu'on voit. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me plaît, c'est tout ce qui va derrière, c'est tout ce qui n'est pas montré justement. Puis avant ça, c'est un autre projet très connu, assez iconique, oui. Saint-Germain. Le Germain, le Germain. Qui existe toujours Oui, qui existe toujours. Et c'est un des premiers projets que j'ai fait à Paris, parce que j'ai fait avec Thierry Coste, qui est le fils et le neveu de Gilbert et le neveu de Jean-Louis Coste. Et donc on a fait ce petit café ensemble. C'était la première fois que je faisais un projet à Paris. Et là, à l'étage, donc il y a un café en bas, une salle de restaurant, et à l'étage, c'était comme une sorte de lounge. On pouvait privatiser cet endroit. Et là, je me suis un peu lâchée. Je crois qu'il y a peut-être une vingtaine de couleurs et de motifs différents que j'ai mélangés avec pas mal d'aisance. Et c'est vrai que ça ne se faisait pas du tout à Paris à cette époque-là. Et c'était comme une espèce de prouesse amusante à faire parce que voilà, on n'imagine pas que parfois tout peut fonctionner ensemble et finalement ça marchait assez bien. Et évidemment là on voit la sculpture de Xavier Veillant qui traverse tout le bâtiment, c'est-à-dire qu'en rentrant dans le restaurant on la voit de dos et en fait quand on monte on la voit de face. C'est une fille qui s'appelle Sophie. Par ailleurs, elle s'appelle Sophie, la fille. Voilà. Donc il y a une manière de transformer les références très claires, anthropomorphiques, en 3D, disons dans l'espace, mais il y a une autre pensée qui est 2D, qui est à partir des références assez iconiques de la peinture, etc., qui rentre tout à fait l'image physique. Non? Donc ici, c'est très intéressant parce qu'il y a la référence de la peinture très, très claire, mais après, vous savez transformer ça dans une sorte de physicalité, non? Oui, dans la surface et dans l'espace. Oui. Alors, c'est vrai que Henri Rousseau m'a toujours été une inspiration pour moi, parce que pour moi, c'est un peintre qui a travaillé sur son propre imaginaire, et c'est comme s'il peignait ses rêves, il peignait sa version des tropiques, des forêts tropicales. Et donc, quand j'ai commencé à travailler avec le rotin, j'avais envie de travailler sur des éléments figuratifs. Et donc, je me suis dit que j'allais interpréter ma version d'une forêt tropicale inspirée donc de Henri Rousseau. Donc ce que vous voyez là, ça fait aussi partie de l'exposition de Homo Faber, un pavillon entièrement réalisé en rotin. Et on voit au fond la pièce que vous avez vue tout à l'heure. Et donc c'était aussi une prouesse de pouvoir travailler comme ça, une façon inhabituelle de voir, d'interpréter une sorte de jardin d'hiver, ouverte et évocatrice. Il
Il y a toujours ce désir des paysages, non, dans les intérieurs. Et ce n'est pas seulement une palette chromatique, c'est surtout une question d'atmosphère, d'ambiance qu'on peut sentir à l'intérieur de vos espaces. Voilà, j'essaye de ne pas mettre trop de choses privées sur mon Instagram, mais là, donc c'était cet été, et j'essaye de créer plutôt le désir, mais jamais l'envie. Je veux pas qu'on puisse... je veux pas susciter ni de jalousie, ni de l'envie dans ce sens-là. Mais parce que c'est trop facile de se vanter de tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut montrer. Voilà. Et l'idée, c'était juste d'évoquer... de ne pas rester silencieuse pendant tout un été et d'évoquer un sud, parce que c'est ça qui me parle, la Méditerranée, ça me parle, ça fait partie de mon langage, ça fait partie de ce qui m'inspire. Donc voilà, une petite... Et puis on trouve intéressant de montrer après cette image-là qui nous semblait être inspirée un petit peu de ce sud. Donc ça c'est une exposition que vous avez fait à en New fait, York. c'est mon showroom. En fait, je suis représentée aux États-Unis par une marque américaine, enfin par une galerie américaine qui s'appelle Ralph Pucci. Et Ralph Pucci m'avait demandé. Enfin, ça fait très longtemps qu'il me représente, et puis il avait une façon d'exposer les meubles qui collait pas du tout parce que il mélangeait mes trucs avec plein d'autres meubles, et puis ça marchait pas. Et je lui dis, écoute, un jour, soit on arrête, soit tu me laisses faire. Et moi, je vais mettre en place ma propre... Je sais comment je présente mes propres meubles. Donc, je lui ai fait une scénographie comme ça, en mettant instinctivement de la couleur et une intensité comme ça. Et puis, ça a changé complètement la perception de mon travail. Et aussi, les Américains, je dois dire, sont souvent très conservateurs. Et ils ne sont pas habitués à avoir de la couleur, alors que moi, je me suis inspirée de... mon travail de la couleur, c'est aussi parce que j'ai grandi aux États-Unis dans la mid-60s, et mes premiers souvenirs sont en Technicolor. Donc, ils ont oublié cette couleur, ils sont encore à aimer le beige et le blanc et les non-couleurs et le bois foncé. Et donc, moi, c'est ma façon de le réintroduire. Et voilà, donc c'est de les sensibiliser. Donc, il y a cette idée aussi des paysages à l'intérieur de l'espace, des paysages parfois diurnes, parfois nocturnes, avec ces métaphores de la nuit et des stars. Voilà, ça c'est évidemment la salle, le salon étoilé de la durée ici à Genève, et en fait c'était un lieu assez complexe parce que en fait le volume de l'espace tournait comme ça, et c'était compliqué de faire quelque chose de réussi. Donc j'ai proposé de faire un salon circulaire qui fonctionnait bien, et pas de lumière du jour, donc il a fallu faire des faux hublots, et pour la durée, j'ai voulu que ce soit, pour moi la durée, c'était un jardin de gourmandise. Et chaque fois, quand une marque vient me voir, j'essaye de réfléchir à ce que c'est cette marque au fond. Et donc il y a toute cette histoire de Marie-Antoinette à Versailles, et Versailles, c'est les jardins pour moi. Et donc je me suis dit, finalement, ce jardin, c'est un jardin de gourmandise. Et c'est Marie-Antoinette qui voyage. Alors là, elle est à Genève. Le jardin de gourmandise, c'est dans ce salon étoilé. Les étoiles sont des macarons, en fait, dorés, brodés, qui sont collés sur cet endroit circulaire. On est dehors, dedans, et il y a toujours ces éléments graphiques. Et on a travaillé avec des matériaux très particuliers, parce que les tables sont céramiques, mais aussi, si vous passez à la photo suivante, tous les éléments parlent de gourmandise.
Et ça, j'ai adoré mettre cette association, de mettre des éléments en céramique incrustés dans le velours. Voilà. Et donc c'était des prouesses comme ça de fabrication et d'imaginer. Je pense que ça emmène ailleurs tout de suite. Donc, on avait aussi choisi cette image parce qu'il y a une beauté incontournable dans votre travail, mais ce sont toujours des espaces qui ont une condition de tactilité, ce sont des espaces assez humains, où la qualité physique de l'espace est aussi assez forte, même s'il y a une condition aussi de l'image. Mais c'est l'être humain, finalement, qui peut arriver, toucher, s'asseoir. Il y a toujours l'être humain qui est au centre de l'idée de votre travail. Oui, c'est vrai. Enfin, il y a toujours le rapport aussi de contraste entre le chaud et le froid, des matières mates et des matières brillantes. Et en fait, c'est aussi ça parfois qui donne de la richesse, de la profondeur. Voilà. Puis on termine avec cette image qui est un petit peu plus personnelle, je pense. Oui. Ça, c'est une image au bar à l'hôtel Negresco à Nice. Et en fait, la couleur des canapés était raccord au chat. Et quand il y a un chat dans les endroits, on pense toujours qu'il y a des souris. Mais en tous les cas, voilà, c'était une photo très touchante. Et c'est vrai que voilà, c'était cette couleur qui était très, très belle. Ce espèce de caramel orange, avec un peu de rose dedans en même temps. Et voilà, la couleur très belle. On ne sait pas trop la définir, justement. Il y avait une autre chose qui nous avait beaucoup touché par rapport à cette image, qui est ces conditions de la quotidianité, de la vie quotidienne qui est toujours à l'intérieur de vos images, de l'idée d'espace, de votre travail. Donc c'est un espace pour être habité, pour l'être humain et pour les animaux, les personnes, les choses qui nous importent et beaucoup. Donc je voudrais conclure et peut-être ouvrir aussi la discussion à des personnes qui ont des questions. Mais merci beaucoup. Mais merci à vous et j'espère que ce n'était pas trop long et pas trop d'histoire. Mais non, j'ai adoré ce regard au travers du compte Instagram. Voilà. Je trouve ça très moderne comme vision parce que ça permet des ouvertures sur des sujets différents. Et merci à vous deux. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Ouais, donc je ne sais pas s'il y a un micro qu'on peut passer à la dame ici. Bonsoir à tous, je m'appelle Justine. J'ai une question pour vous. Comment vous faites au final pour créer un produit iconique? Est-ce que déjà c'est une volonté de départ de se dire je vais essayer de créer quelque chose dans le but que ça devienne iconique comme le fauteuil Charlotte, etc. Ou alors c'est au final le hasard et puis on n'arrive pas à expliquer pourquoi ça devient iconique? Ouais, on ne sait pas trop en fait. Par exemple, le Bishop, au début, j'ai fait pour une boîte de nuit à New York et c'était un tabouret de bar. Donc il était fait en bois tourné, il était très haut et je trouvais bien qu'il avait des qualités graphiques, mais en fait, qui va acheter des tabourets de bar? Personne, non. Et alors j'ai commencé à le faire plus petit et puis il était en bois, il était trop cher, et puis quand j'ai commencé à travailler sur mon projet à Mexico, j'ai voulu travailler sur des matières chaudes et froides. Et je me suis dit ce serait beau de le faire en céramique. Et c'est à partir du moment où je l'ai fait en céramique, finalement, qui lui a donné la possibilité d'être décliné dans des tonnes de couleurs et d'en faire un produit qui était peu cher, voilà, qui était accessible. Et ça aussi, c'est un produit iconique, ça va aussi avec la façon dont je parle
en fait, de façon très pragmatique, mais il faut qu'il soit au bon prix. Voilà. Et parfois, il vaut mieux, pour lui donner la chance de vivre, de le faire moins cher que on devrait, parce que parfois, il faut appliquer des calculs savants pour savoir à quel prix. Mais finalement, il faut le lâcher parce que c'est comme ça qu'il peut aussi vivre et prendre et être, je sais pas, accessible. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Moi, ça me fait plaisir de voir que certains de mes produits sont devenus des best-sellers parce qu'ils sont accessibles. N'est-ce pas? Et le fauteuil Charlotte, je disais que je n'avais absolument aucune idée. Et donc je l'ai commercialisé, enfin je l'ai mis dans mon showroom presque 6 mois, 1 an après que le sketch soit ouvert. Et là aussi, je ne me rendais pas du tout compte qu'il aurait un tel succès. Voilà. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'était une question par rapport aux différentes marques qu'on a vues, parce que je me posais comme question, en fait, quand il y a Valentino qui vient, ou Todd, ou que ce soit la durée, est-ce qu'on vient vous chercher, vous, pour qu'on reconnaisse que finalement c'est votre travail, ou pour qu'on puisse un peu revoir une marque qui existe déjà? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des conflits? En fait, c'est assez intéressant quand on voit la boutique pour Valentino et puis après pour Todd, on retrouve certaines choses. Est-ce qu'il n'y a pas Todd qui dit « Ah ouais, mais ça, on n'aimerait pas trop parce que finalement, on pourrait l'associer à ce qu'on avait vu avant ou finalement, c'est pas grave parce que c'est vous qu'on veut ». Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Oui, je comprends ce que vous dites. En fait, quand on voit la boutique Todd's et la boutique Red Valentino, c'est vrai que là, pour des raisons de lien évident sur le miroir, on a fait un focus là-dessus. Mais ce qui est amusant, c'est que et Todd's et Red Valentino sont dans la même rue à Londres. Donc ils sont sur Sloane Avenue. Et c'est 2 esthétiques qui n'ont rien à voir. Voilà, vraiment rien à voir. Mais à la fois, parce que dans le dessin, il n'y a pas grand-chose à voir, mais en tous les cas, il y a une patte, forcément, il y a une sensibilité à la couleur, il y a une sensibilité aux matériaux. On retrouve des velours, on retrouve un certain nombre de choses qui est aussi mon regard. Donc évidemment, on vient me chercher pour ce regard, évidemment. Mais j'essaye justement de me nourrir suffisamment d'autres d'éléments qui appartiennent à chacune des marques pour pas me retrouver dans des situations compliquées où on m'aura dit que, par exemple, pour Red Valentino, j'ai utilisé mon fauteuil Charlotte. Si bien que je me suis engagée à plus jamais utiliser le Charlotte pour aucune marque de vêtements. Et ça, ce sont des engagements que j'ai dessiné le Charlotte pour le sketch. Je ne vais pas, bien que les droits m'appartiennent complètement, je ne vais pas réutiliser le Charlotte pour un autre restaurant parce que il me semble que ce ne serait pas juste. Merci, bonsoir. Vous avez parlé de l'influence que la photographie ou le cinéma a pu avoir sur vous et je voulais vous poser une question sur les influences de designers ou d'architectes. Quelles sont les références qui ont été les vôtres quand vous étiez plus jeune? Qu'est-ce qui a influencé? Qui sont les personnes qui ont influencé votre travail? Et si vous pouviez nous en parler. Je pense que je pense que c'est pas forcément une personne en particulier, mais quand on fait des études d'architecture, on rentre dans l'histoire de l'architecture et l'histoire du design et on se passionne pour certaines architectures, on se passionne pour certaines personnes, on se passionne. Et en fait, évidemment, moi, par exemple,
j'adore le travail d'Ettore Sottsass, par exemple, qui pour moi est un grand poète du design. Et pourtant, donc aujourd'hui, il est devenu assez à la mode, mais quand il a commencé le mouvement Memphis, c'était pas facile. Il a travaillé avec une espèce de liberté incroyable dans son choix de couleurs, dans son choix d'association de matériaux, dans sa matérialité, dans sa transversalité, parce qu'il a été architecte, il a été designer, il a fait des produits, il a fait ce magazine Terrazzo. Donc pour moi, c'est un artiste assez complet, mais je peux parler de Gio Ponti. Beaucoup d'Italiens, en fait, m'ont beaucoup plu. Chez les Français, je pense à Royer, par exemple, mais aussi à Charlotte Perriand. Je pense à... évidemment, on voit des choses, on se nourrit aussi, mais ce qui me plaise dans chacun de ces personnages, c'est qu'ils ont créé, finalement, ils ont réussi à créer un langage, un alphabet, des systèmes qui sont pris dans leur ensemble, créent une œuvre un peu complète. Et c'est ça que je crois est intéressant. Rebonsoir. Rebonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous suivez de temps en temps les copies. Les copies qui sont faites de vos meubles. Oui. On parlait du fauteuil. Comment est-ce que vous considérez, comment est-ce que vous traitez les problèmes de propriété intellectuelle? Est-ce que c'est un gros problème dans le milieu? Mais en fait, c'est un problème quand vous dessinez un fauteuil, par exemple, et qu'il est reproduit et vendu et qu'il y a une valeur commerciale à cette vente. Je trouve que c'est un peu un problème, parce que finalement le travail de designer, c'est voilà, je pense que c'est un peu la rançon de la gloire, en fait. Le rose, depuis Sketch, il y a eu des restaurants roses un peu partout, il y a le rose à utiliser un peu partout, donc après il faut se dire, bon ben voilà, j'ai initié ça et très bien. Moi j'essaye concrètement, quand je vois des choses qui ressemblent trop, j'envoie des lettres en disant voilà, je suis pas d'accord, je trouve que c'est trop similaire. Parfois on peut se fâcher plus ou moins, mais en fait, moi, je crois pas trop à la... En fait, c'est une perte d'énergie pour moi de penser trop à ça. En revanche, je donnais tout à l'heure l'exemple d'une copie qui me paraissait assez intéressante. Je travaille beaucoup dans le désert en Égypte, dans un lieu qui s'appelle Siwa. Et c'est une petite oasis près de la frontière libyenne, qui construisent de façon vernaculaire avec donc des blocs de sel qui récupèrent de sortes de mini-mers mortes et avec de la terre, avec du kerchef. Donc ils ont toujours utilisé le sel comme matériau de construction. Et moi j'ai beaucoup travaillé donc, dans cet endroit, et on a commencé à travailler sur le sel. Donc en le peaufinant, en faisant des carrelages de sel, en utilisant le sel comme paroi. Et le sel a quand même des qualités d'albâtre un peu. Donc j'ai commencé à travailler sur des objets en sel. Donc j'ai fait des photophores en sel, j'ai fait un produit qui s'appelle le sucre de sel, donc c'est le format du béguincé, mais au lieu d'être du sucre, c'est du sel qu'on peut utiliser dans soit dans son bain, soit pour saler les pâtes, soit pour voilà. Donc j'ai fait du sel à râper, on a fait plein d'objets comme ça. Mais l'objet qui a le plus marqué les Siwi, donc la population locale, c'était ces photophores. Et eux n'avaient jamais dessiné quoi que ce soit comme objet en sel. Et maintenant, quand on va à Siwa, dans le village, dans l'oasis, il y a au moins 20 magasins d'objets en sel. Voilà. Et donc là, vous lâchez le copyright, il n'y a plus de copyright. Et en fait, c'est au contraire, c'est un exemple. C'est peut-être montrer comment on peut utiliser ces ressources locales, comment on peut exploiter ces ressources locales à une communauté qui n'en avait pas
l'idée. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est fascinant et ça va exactement dans le sens que vous décriviez tout à l'heure, du fait d'utiliser le local, de promouvoir l'artisanat, le savoir-faire et de le transmettre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est génial, qui est admirable. Et merci de nous avoir donné cette précision. Excellent. Merci. Merci beaucoup.